Si un djinn vous accordait 3 vœux, quel désir voudriez-vous voir se réaliser? Et du coup, dans quel piège tomberiez-vous? Voici le film 3000 ans à t'attendre, et la question que pose cette étrange histoire, tout simplement, qu'est-ce qu'un vœu? Déjà, histoire que ce soit dit, 3000 ans à t'attendre est un bon film. Ou disons plus objectivement que ce n'est pas un mauvais film. Il ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais le considérer comme mauvais serait peut-être un peu fort de café. Santé! Pour résumer, c'est un film qui va diviser. D'ailleurs, après le premier visionnage, je ne savais pas si j'avais passé un bon moment ou non. J'avais pas l'impression d'avoir vu 3000 ans à t'attendre, mais 3000 ans à comprendre. Ah! Par contre, maintenant, j'ai compris certaines choses et je vais pouvoir en parler. À défaut de savoir si je trouve le film bon ou excellent. Je vais commencer par éviter au maximum de spoiler le film. Et ensuite, il y aura une partie spoil. Par contre, je préfère vous prévenir que même la partie sans spoil, qui va se contenter des 20 premières minutes du film, sera déjà une analyse. Alors si vous voulez découvrir le film sans a priori et sans indice sur ce qu'il raconte, fuyez. Fuyez! Fuyez pour vos vies! 3000 ans à t'attendre, c'est l'histoire d'une narratologue du nom d'Alitea qui se rend à Istanbul pour tenir une conférence sur la nature des mythes, leur évolution et leur rôle dans la société. On a d'ailleurs droit à un très bon résumé de la conférence à la 4e minute du film. La mythologie, c'est ce que nous savions à l'époque. La science, c'est ce que nous savons dorénavant. Mais il semble qu'Alitea ait des visions étranges. Elle voit des êtres fumeux, au sens propre du terme, et elle considère ça comme le fruit d'une imagination débordante, ou comme une part de sa psyché qui voudrait l'avertir de quelque chose. Bien vite, dans une petite échoppe du grand bazar d'Istanbul, elle va tomber sur un flacon en verre qu'elle va tout de suite adorer. Peut-être parce que le vendeur l'avait rangé de façon très intelligente. L'objet a beau être abîmé, Alitea le veut. Une fois dans sa chambre d'hôtel, elle va finir par frotter ce flacon pour le nettoyer, et surtout pour retirer les résidus qui bloquent le bouchon. Comme on est dans un conte moderne, elle va utiliser sa brosse à dents électrique pour ça, en espérant d'ailleurs qu'elle jettera ensuite l'embout de la dite brosse à dents. Les chicots, c'est sacré. Parce que si je lave pas maintenant, dans 10 ans, c'est tout à la soupe. Bref, badaboum, si je puis me permettre, un djinn. On peut aussi dire un génie, mais c'est un peu un abus de langage. Je vais pas me lancer dans une croisade pour l'emploi le plus juste des mots, c'est pas mon genre, il fallait juste que je le précise. Pour ceux que ça intéresse. Alitea va donc devoir faire 3 vœux. Pas un de plus, pas un de moins. 3, comme il est d'usage. Sauf qu'Alitea est narratologue, qu'elle connaît bien les histoires de djinns, et donc qu'elle ne va pas lâcher un vœu comme ça sur un coup de tête. D'autant qu'elle ne désire rien de particulier, le point le plus important à retenir. Le djinn va alors raconter des épisodes de sa vie pour lui indiquer quel vœu elle pourrait bien faire, et pour répondre à sa curiosité par la même occasion. C'est là que le film commence vraiment, et c'est là que je m'arrête de le raconter pour l'instant. Le mythe des djinns est-il obsolète? C'est une des questions que pose le film. Si oui, c'est que des histoires de vœux aujourd'hui c'est ennuyeux. Trop raconté, plus rien à dire là-dessus. Évidemment ça c'est quasiment toujours faux. Sinon on ne pourrait plus raconter de bonnes histoires policières jusqu'à la fin des temps, tellement on a abusé du genre. Comme je le disais plus tôt, le point le plus important selon moi, c'est le problème d'Alitea. Le fait qu'a priori, elle n'a aucune idée de vœux en tête. Parce que qui dit pas de vœux, dit pas de désir. Ça, en vérité, pour John Truby, un consultant en scénario, ce ne serait pas une absence de désir, mais plutôt le plus bas niveau de désir possible. Et je vous propose sans attendre de voir le classement des désirs de personnages selon John Truby, avec quelques ajustements en cours de route. Et ensuite, expliquer le reste du film sera beaucoup plus simple. Le désir le plus basique, quasiment le niveau 0 du désir, c'est celui de survivre. Ça définit bien Max le Fou, pour prendre un autre personnage de George Miller, le réalisateur de 3000 ans à t'attendre, soit dit en passant. Tout ce que Max souhaite, c'est rassembler des provisions pour continuer de rouler dans sa V8 jusqu'à échapper au désert, si tant est que ce soit possible. Il est comme un animal en fuite. Ce désir est aussi fréquent dans les films d'horreur du style d'Alien. Il y a un tueur, humain ou pas, et il faut lui échapper. Mais les personnages de films d'horreur ont tendance à terminer leur histoire dans une autre catégorie. Ici, on retrouve aussi notre narratologue Alitea. Elle n'essaie pas de survivre à un danger direct, certes, mais elle vivote un peu. Alitea se garde de vouloir plus que ce qu'elle a déjà. Elle maintient son existence telle qu'elle est. Elle survit. Passons au numéro 2, le désir de vengeance. Comme le premier, c'est un désir qui peut être très puissant, c'est vrai. Mais, et c'est là tout le problème, il ne le rend pas très actif, dans le sens où la vengeance est surtout une réaction à la personne de laquelle il faut se venger.
Par exemple, Sasuke Uchiha réagit aux provocations de son grand frère au lieu de chercher sa propre voie. La mariée de Kill Bill n'aura sans doute plus de raison d'être après avoir tué Bill, et John Wick aurait peut-être eu la retraite la plus barbante du monde si personne n'avait tué son chien. Bien sûr, ça aurait été mieux pour eux, mais pas pour le bien des films d'action. Numéro 3. Gagner un combat. On reste dans le basique. D'ailleurs, ce désir peut parfois ne pas suffire à faire une histoire. La preuve, le but dans Rocket League, c'est de gagner un match, et le scénario, je ne crois pas qu'il y en ait un. Même pas un truc du genre... En l'an 3023, l'humanité a soudain l'impression d'avoir déjà tout inventé. Les gens s'ennuient comme jamais. La civilisation humaine est au ralenti. Alors la société Psyonix, leader des bagnoles du futur, joue leur ultime carte pour sauver à la fois le sport et la société de consommation. Les bagnoles et le foot fusionnent pour donner le boss ultime du skill, le Rocket League. Bon, dans cette catégorie, il n'y a pas que des voitures, mais aussi des boxeurs comme Hippo. Et c'est là que peuvent donc finir les personnages de films d'horreur comme l'héroïne d'Alien. Durant le film, son but est de survivre. Et quand elle en a marre d'être passive, son but devient de combattre l'alien. Et surtout, de l'envoyer valser. En 4e position, accomplir quelque chose. Oui, c'est comme ça que John Truby le dit. Et j'ai pas trouvé plus de détails. Donc peu importe ce que le personnage veut accomplir, j'imagine. Disons qu'il y a là Miss Okusai, qui voudrait être une artiste reconnue comme son père, en beaucoup moins sympathique, Grenouille du roman et film Le Parfum, qui veut tout simplement créer le parfum ultime, et sinon Don Quichotte, qui veut accomplir des exploits comme tout bon chevalier le faisait à l'époque des chevaliers. 5. Explorer un monde. Là, ça commence à devenir vraiment ambitieux. Dans cette catégorie, j'aurais du mal à ne pas mettre Monkey D. Luffy. Je confesse n'avoir lu environ que la moitié du manga, donc peut-être que ce n'est pas aussi valable là où ça en est. Sinon, on retrouve aussi le Capitaine Kirk et Spock, qui sont des explorateurs intergalactiques, et comme c'est très difficile de trouver des personnages qui veulent explorer un monde par simple envie d'exploration, sans idée plus précise en tête comme un One Piece, le 3e exemple sera juste Dora l'exploratrice, parce que l'exploration, c'est son titre. Le 6e niveau de désir, c'est attraper un criminel. On va pas épiloguer sur cette catégorie, comparons-la tout de suite à la 7e, découvrir la vérité. Ces catégories peuvent se ressembler, mais si découvrir la vérité est plus ambitieux que d'attraper un criminel, ce n'est pas pour rien. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais détective? Non, je ne vais pas faire la blague jusqu'au bout. En gros, le mauvais détective se contente de choper le criminel. Le bon détective tient aussi à connaître la vérité. Pourquoi? Où? Comment? Avec qui? Avec quoi? Et le reste. Et encore que je dis ça, mais c'est très idiot parce que c'est subjectif. Quel est le plus important entre trouver la vérité et neutraliser un criminel? Si on ne pouvait faire que l'un des deux, qu'est-ce qui serait le mieux à faire? Ça prête à débat. En plus, j'y ai même pas pensé en écrivant ce script, mais on peut aussi essayer de découvrir la vérité sans qu'il y ait un criminel dans l'affaire. Et d'ailleurs, découvrir la vérité pourrait être, pour certains, plus important que les prochains niveaux de désir aussi. Oui, ce classement, comme beaucoup d'autres, est subjectif, le mot sans doute le plus prononcé sur YouTube. En tout cas, un personnage qui voudrait avant tout attraper les criminels, ce serait le Punisher, pour qui neutraliser définitivement les responsables est le plus important. Et un perso qui veut la vérité, ce serait Clarice Starling, dans Le Silence des Agneaux, puisque le criminel est déjà en prison et que le but c'est de comprendre sa psychologie. Et entre les deux, on pourrait mettre l'incontournable Détective Conan. Un Sherlock Holmes haut comme 3 pommes. S'il y a des spécialistes de Conan ou de Sherlock Holmes de l'autre côté de cette caméra, je vous laisse nous dire si c'est possible de les mettre plus dans une catégorie que dans l'autre. On avance avec le 8e désir, et on pouvait difficilement l'oublier tellement il est répandu dans les histoires. Être aimé. Ou aimer et être aimé. Mais de toute façon, quand on aime, c'est qu'on veut être aimé. A priori. Et alors là, c'est pas bien difficile de trouver des exemples. Alors disons La Bête, Ted de How I Met Your Mother, et Mikasa de Shingeki no Kyojin. Et voilà. Il n'y a rien de plus ambitieux que de vouloir être aimé. Non, je déconne. On peut aussi apporter la justice, ou la liberté, et c'est notre numéro 9. Et là, quoi de mieux que 2 super justiciers qui sont aussi avocats pour représenter les désirs de justice. Voici donc Daredevil et Miss Hulk. Miss Hulk du jeu Marvel vs Capcom dans ce cas précis. Parce que l'autre... Et pour la liberté, prenons un personnage que je commençais malheureusement à oublier, V de V pour Vendetta, qui cherche à libérer le peuple d'une dictature. Le prochain niveau de désir, selon John Truby, c'est sauver la République.
Mais c'est comme qui dirait un peu trop précis pour pas grand chose. Je vous propose plutôt sauver la nation. Et là, j'ai le même problème qu'avec attraper un criminel et découvrir la vérité. Parce que le niveau d'après, et cette fois-ci le dernier, c'est sauver le monde. Entre le monde et une nation, ça peut être très vite confus. Est-ce que Link sauve juste Hyrule ou le monde? Est-ce que Luke Skywalker sauve la République ou le monde? Donc je vous propose de ne garder qu'une catégorie, sauver le monde. Le monde, peu importe que ce soit des gens ou le monde en lui-même. Peu importe que ce soit la planète ou l'univers, ou même l'univers et les multivers. De toute manière, c'est l'intention qui compte, surtout dans un classement des niveaux de désir. Et on a déjà 2 exemples, Link et Luke. Ajoutons Mulan, Superman, Sora, Buffy, Vaiana, et c'est déjà plus que suffisant. Il y a une autre catégorie que je voudrais ajouter au classement de John Truby. Un personnage qui n'aurait aucun désir. Ce serait donc un personnage qui ne désire même pas survivre. Mais qui dit absence de volonté de survivre dit en quelque sorte volonté de mourir. Je vous propose donc d'ajouter la catégorie 0, envie de mourir. Pas forcément par le suicide, comme ce serait le cas du père de Jonah au début de la série Dark, mais aussi par un comportement autodestructeur au combat, avec la volonté secrète d'y passer, comme ce serait cette fois le cas de Deadpool. Et pour faire 3, on peut y ajouter Rick Sanchez dans ses plus mauvais jours. Mais dans 3000 ans à t'attendre, parce qu'à la base c'est quand même le sujet de la vidéo, le but du djinn, ça ne va pas être de dénicher le désir d'Alitéa pour qu'elle fasse un vœu. Ou pas tout à fait. Ce qu'il cherche, c'est son besoin. Le besoin possède exactement le même classement que celui qu'on vient de voir, et tant mieux, ça évite de tout reprendre à zéro. Le besoin est aussi un désir. La nuance se trouve ailleurs. En gros, le désir, c'est ce qui se trouve à la surface, et donc ce que les personnages sont conscients d'éprouver, mais le besoin, lui, est caché. Et c'est ce dont les personnages doivent prendre conscience. Plus précisément, ça veut dire qu'au début de l'histoire, on va croire qu'il est question du désir des personnages, mais au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va comprendre que ce qui fait le thème, c'est en fait le besoin des personnages. Donc, Alitéa n'a peut-être aucun désir, mais le but du djinn est alors de savoir si en revanche elle a un besoin. Et toujours dans le cas d'Alitéa, le besoin pourrait être de catégorie 0 alors que son désir est de catégorie 1. Elle pourrait nourrir l'envie secrète de mourir. Parce que le besoin n'est pas forcément plus haut dans le classement que le désir. C'est juste que le besoin est plus fort, plus ancré en nous. Un personnage peut vouloir sauver le monde et découvrir qu'en fait, il tient surtout à découvrir une vérité. Il peut croire que ce qui compte le plus, c'est la justice, et se rendre compte qu'en fait, il tient davantage à l'amour. Peut-être qu'au fond, ce classement n'est pas le même pour chacun. Si vous tiquez en voyant ce classement, c'est d'ailleurs qu'à vos yeux, il est mal organisé. On peut aussi se demander où se trouve le désir de faire du bif, ou si sauver une seule personne, ça rentre dans la case « accomplir quelque chose ». N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce classement, et si l'envie vous prend, de partager votre propre version du classement, selon votre point de vue. Et peut-être qu'ensemble, nous créerons le classement parfait et universel des désirs dans une histoire. Ensemble, nous aurons mis au point une forme plus moderne de narratologie qui rendra obsolètes les travaux de John Truby. Alors, suivez-moi. Non, en fait, passons à la phase spoil, avant que tout ça ne finisse en candidature foireuse à la présidentielle. Redescends d'un niveau de désir, mec. Je me suis enlisé. Attention. À partir de là, vous serez dans la zone spoil de la vidéo. Fuyez si vous ne voulez pas qu'on vous divulgâche le film. Fuyez! Fuyez pour vos vies! Alitéa pense n'avoir aucun désir. Alors la technique du djinn pour faire immerger le besoin d'Alitéa, à défaut d'un désir, ça va être de raconter son histoire personnelle. Parce que les histoires sont mues par des désirs et des besoins, comme on l'a vu. Elles les font ressortir, elles les mettent en avant. Je suis Baudor que c'est pour cela que j'aime les histoires. Je trouve des sentiments à travers celles que je lis. Donc, qui dit désir, dit vœu. Mais Alitéa est une narratologue, et donc elle connaît tout ce qu'on a dit jusque-là. Pour elle, le djinn est tout simplement dangereux, parce que les histoires de vœux sont toujours des mises en garde, même celles de Disney. Exactement. Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde. Aucune n'a de happy end. Et comme on est dans la partie spoil, disons-le clairement, elle avait en partie raison. Son histoire aussi est une mise en garde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un vœu, c'est le reflet d'un puissant désir. Et un puissant désir, c'est l'essence même d'une histoire riche en rebondissements. Et qui dit histoire, dit prise de risque. Un désir exaucé pour Alitéa, ce n'est rien de plus qu'une prise de risque qui n'était pas nécessaire. Elle peut vivre sans. Elle peut survivre sans. Si elle prenait le risque de vouloir mettre fin à toutes les guerres dans le monde, ce qui équivaut à un désir de catégorie 10, et si le djinn considérait qu'il en est effectivement capable,
eh bien elle prendrait aussi le risque que le djinn emploie les pires méthodes imaginables pour que ça arrive. L'exemple le plus répandu à ça, et le film finit d'ailleurs par y venir, c'est le risque que prendrait Alitéa à désirer l'amour. Sachant qu'elle a déjà été mariée, et qu'elle ne l'est plus. Elle connaît le danger que ça représente de ne plus être aimée. Et si elle désirait être à nouveau aimée, qu'elle l'était, mais qu'un jour elle rencontrait à nouveau la douleur de ne plus l'être. Même si elle faisait le vœu qu'on l'aime pour toujours, la fin de cet amour pourrait tout de même venir d'elle. Est-ce que ça en vaut la peine? Alors que pour l'instant, elle se garde bien de le vouloir, et ça lui évite de souffrir. J'en suis à un moment de mon existence où j'ai tout ce que je désire. Je suis satisfaite de mon sort et même reconnaissante. Sauf que les problèmes avec ça, c'est d'abord qu'Alitéa souffre déjà, de la solitude. Et ensuite qu'il ne s'agit pas seulement de ses désirs, mais aussi de son besoin. Et comme le besoin est un désir, mais en plus intense, au fond, est-ce si important qu'elle ne désire pas être aimée alors qu'elle en a besoin? Vous êtes une femme d'une grande sagesse et très prudente, Alitéa, mais nous avons tous des désirs à satisfaire, même s'ils ne nous apparaissent pas. Ou encore, ne souffre-t-elle pas plus de ne pas poursuivre ses désirs que de s'abîmer en essayant? La solitude n'est-elle pas pire qu'un amour temporaire? Cette vidéo essaie-t-elle de vous déprimer? Non. Et si c'est le cas, rassurez-vous, il y a un bel échappatoire à tout ce foutoir. En tout cas, le djinn finit par faire mouche avec ses histoires. Il fait faire un premier level up à Alitéa sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est un sound design de level up. À force de raconter son passé, il fait naître en elle la forte envie d'en savoir toujours plus. Bingo, Alitéa est passée d'un désir de niveau 1, survivre, à un désir de niveau 7, découvrir la vérité. Et le passage du niveau 7 au niveau 8, être aimé, est ce que j'ai le moins apprécié dans le film. Attention. Vous entrez dans une zone à haute densité de subjectivité. Et si vous voulez mon avis, je pense que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est que pure foutaise. Sur ce, bye. Déjà, le film passe d'une suite d'histoires racontées par un djinn à une courte histoire d'amour entre Alitéa et ce même djinn. Mais surtout, ça vient presque sans prévenir. Alitéa ne pensait pas avoir de désir particulier, mais elle avait besoin d'être aimée. Là-dessus, aucun souci. Sauf qu'il est plus agréable de voir venir le besoin pour le spectateur, ou du moins de trouver la transition entre désir et besoin suffisamment naturelle. Le passage de survivre à découvrir la vérité se fait naturellement par le fait que le djinn est un excellent conteur et qu'Alitéa est une narratologue. Ça fonctionne parfaitement. Mais Alitéa va un peu soudainement exaucer le vœu d'être aimée par le djinn avec la même ferveur que le djinn a aimé certaines femmes dont il vient de raconter l'histoire. Ça y est, j'ai un vœu. Je suis ici pour vous aimer. Et je souhaiterais que vous m'aimiez en retour. Et là, je ne sais pas trop si c'est parce qu'elle confond le fait d'aimer l'histoire du djinn avec le fait d'aimer le djinn, ou si c'est parce qu'elle tombe amoureuse tout à coup, ou encore parce que le fait d'avoir l'amour du djinn, une créature faite de désirs, c'est en quelque sorte se réapproprier ses propres désirs. Sur ce point, il me faudra peut-être bien 3000 ans à comprendre. Toujours est-il que malgré les connaissances d'Alitéa sur le danger des vœux conférés par un djinn, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire un vœu à un moment ou l'autre. En l'occurrence, celui d'être aimée par le djinn. Et c'est là l'erreur qu'elle a commise. Elle a forcé l'amour. Pour la faire courte, parce que j'ai l'impression qu'après on part sur d'autres thématiques, le djinn en a souffert, physiquement. Il a failli devenir poussière, comme un mortel. Et d'ailleurs, il y a peut-être un truc avec ça, parce qu'ils en parlent à un moment donné. Mais vous, bien que né de la poussière, vous avez réussi à éclipser le pouvoir des djinns et des anges. Et là où l'histoire est plus rassurante, c'est qu'Alitéa s'est rendu compte de son erreur avant qu'il ne soit trop tard. Elle a donc libéré le djinn façon Aladdin. Génie, tu es libre. Et a semblé finir par trouver une forme de bonheur parce que le djinn est revenu la voir par moments. Est-ce une métaphore du bonheur qui se présente parfois même dans la solitude? Ou autre chose? Il m'aurait fallu 20 minutes de plus pour en parler, si déjà j'avais eu les réponses. Mais pour résumer cette affaire de désir et de besoin, je dirais que les humains sont des êtres faits d'histoire. Leurs souvenirs sont classés de sorte à reconstituer des histoires, autant individuellement que collectivement. Les humains sont des histoires. Et les histoires, on l'a vu, ce sont des désirs dont on raconte les causes et les conséquences. Les humains sont des désirs. C'est peut-être ce que voulait dire l'un des djinns du début du film pendant la conférence. Nos histoires de création sont remplacées par des récits scientifiques. La méticulosité de la science, et tous les dieux et les monstres, ayant survécu à leur but originel, sont réduits à l'état de métaphores.
L'erreur d'Alitea, ce serait d'avoir cru que les histoires ne sont que des métaphores aujourd'hui surclassées par la science. Alors que, même si la science peut raconter l'humain sans histoire, c'est aussi en remettant des événements bout à bout que la science parvient à nous raconter et à raconter le monde. La science aussi s'appuie sur des histoires. Et peut-être que le jour où la science pourra expliquer plus concrètement ce qu'est un désir, elle le fera toujours en s'appuyant sur des histoires de cheminement psychologique. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'avez pas vu le film, j'espère que ça vous a donné envie de le voir et que vous l'aimerez. Tout ça faisait très café philo, mais j'ai essayé au maximum de pas rendre le truc indigeste. Petite précision, 3000 ans à t'attendre est l'adaptation libre d'une longue nouvelle de A.S. Biat, qui d'ailleurs est décédé le 16 novembre et qui, je l'espère, a eu le temps d'aimer le film de George Miller. Je voulais aussi vous remercier pour les retours sur ma vidéo à propos de Rick et Morty. Ça m'a fait hyper plaisir et ça m'a filé une énorme dose de motivation. Bon, la fin sur la science et les histoires était peut-être un peu caricaturale, mais j'en parlerai un jour plus rigoureusement. Sur ce, je vous souhaite de vous élever au plus haut rang de désir que vous pourrez, selon votre classement personnel des désirs bien sûr. Je vais partir par là, parce que d'autres chantiers m'attendent. Salut!